Bienvenue dans ce nouveau podcast de la série Ce que parler veut dire. Aujourd'hui, il s'intitule La signification. J'en viens à une première conclusion d'étape qui pourrait être résumée ainsi. Le langage, entendu comme une figuration, donc un agissement, s'adresse depuis toujours à nos sens. Parler revient à ce titre à faire paraître en figurant. En revanche, il reste à comprendre ce que parler veut dire. Parce que si parler fait paraître, encore faut-il que parler permette de dire en signifiant et en donnant un sens à la parole. Se pose, me semble-t-il, une question à laquelle il doit bien y avoir une réponse. Le signe signifie-t-il parce qu'il est sensé, et qu'à ce titre nous recourons à lui pour signifier une pensée ou un sentiment, ou à l'inverse, le signe signifie-t-il parce qu'il est sensible, et qu'il nous permet d'exprimer ainsi un sens figuré? La question est bien posée. A priori, le débat est ouvert. La langue française, de ce point de vue, ne tranche pas, puisque, en nommant le sens, elle suggère aussi bien une signification qu'une orientation ou une sensibilité. Associer le signe au sens revient alors, dans ces conditions, à suggérer que le signe est à la fois sensé et sensible et contribue à diriger, donc dire, la parole, en l'occurrence à l'orienter en disant une pensée. La langue française, de ce point de vue, suggère une double hypothèse. Elle rappelle d'abord que le langage est naturel, à l'image du langage des abeilles ou des oiseaux et de bien d'autres êtres vivants, et qu'à ce titre, il est le moyen de la transmission d'un message. Même s'il est vrai, la communication suppose aussi un dialogue, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des langages d'êtres vivants, hors les hommes. Elle rappelle aussi ensuite que d'autres cultures parient sur le sens du signe, à l'image de la tradition indienne selon laquelle les signes auxquels nous recourons, les Indiens nomment ces signes des mantras, seraient prélocutoires, en l'occurrence parce qu'ils auraient été révélés par les lectures de la bien nommée Lakshmi, la parèdre ou l'épouse de Vishnu, supposée lire, c'est le sens de la syllabe lak, de la lecture de Lakshmi, supposée donc lire l'enseignement du Shesha éternel. Elle tend, en ce sens, à légitimer l'onomathète des Grecs, qui était, comme son nom l'indique, et selon la tradition orphique, à l'origine de l'onoma, donc du mot, et plus particulièrement dans sa façon de mimer la nature et ses bruits, ce qu'on nomme en grec la pantomime, pour en faire des sons et leur donner ainsi un sens. Et nos poètes, Rimbaud et Baudelaire au premier rang d'entre eux, l'un en associant les voyelles à une signification abracadabrantesque, l'autre en associant la poésie à la synesthésie, semble donner à cette hypothèse une légitimité en suggérant une intermédiation entre la réalité perceptible et une réalité intelligible. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. La citation est bienvenue. Elle rappelle d'ailleurs en ce sens la dimension essentialiste et idéaliste de la langue française qu'elle associe à sa façon au verbe des latins de Thomas d'Aquin et à la manifestation. Cependant, la langue française, comme souvent, ne se suffit pas de cette manière de répondre à la question initiale. En recourant à son héritage grec, cette fois-ci, au détriment de son héritage latin, elle propose aussi de distinguer le symbole du signe et elle donne à cette occasion le prétexte d'une explication complémentaire de la signification. C'est d'ailleurs au passage ce que rappelle Bolder dans la suite de l'énoncé de ses correspondants. Au-delà de la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles, je rappelle que il cite, l'homme y passe à travers des forêts de symboles. La langue française suggère alors de distinguer et d'associer à la fois le signe et le symbole. En nommant le signe au centre d'un rapport entre un objet observable et un autre objet de l'observation résultant de l'activité d'un ou plusieurs sens de l'animal, elle rappelle que le signe est donc une forme, par définition sensible, et destinée à être reconnue. Elle renvoie à ce titre à une expression. Parler, speech ou sprachen, revient en ce sens à faire paraître des signes avec des sons vocaux. En nommant le symbole, qui renvoie en revanche à la prise de conscience d'une image informelle, donc non finie, qui ne paraît pas, est forcément indéfinissable, mais que le signe formel, donc le son pour le langage oral, est destiné à figurer et à faire paraître, elle rappelle qu'à la différence du signe, le symbole est supposé dire, donc aussi diriger et orienter une signification en donnant un sens, et qu'il est, en ce sens, destiné non seulement à être reconnu, mais aussi à être compris. On pourrait donc dire que le symbole est toujours un signe, mais qu'à l'inverse, le signe n'est pas toujours un symbole. Le signe renverrait en ce sens en priorité à une observation et à une figuration. Le symbole, qui est aussi nécessairement un signe, renverrait en revanche au-delà de la figuration à une signification, que cette figuration permettrait d'objectiver. En d'autres termes, la langue française rappelle ainsi que si le signe sensible
par définition, renvoie d'abord au signal, le symbole est pour sa part un signe qui renvoie à un sens forcément, ouvrez les guillemets, figuré. Fermez les guillemets. Elle nomme ainsi avec le symbole un signe qui ne renvoie pas seulement à une comparaison d'objets qui s'observent, mais à l'analogie et à la comparaison d'un objet et d'une signification. Et révèle à cette opportunité une réalité obscure qui ne paraît pas. Les confuses paroles, pour Baudelaire, sont une route qui permettrait de mener de ce qu'on voit à ce qu'on ne voit pas, pour reprendre Maeterlinck. Si je comprends bien, c'est grâce au symbole que le signe est porteur de sens, et le langage est donc phénoménal parce qu'il donne en le figurant une forme discontinue particulière, donc définissable, à ce qui relève du continu et de l'infini du tout, par définition informelle et indéfinissable, qui suggère la signification. Oui, c'est d'ailleurs le sens du verbe français, le mot français comprendre. Le mot français renvoie ainsi avec son préfixe cum, latin, à ensemble et à avec, en suggérant ainsi de prendre, de saisir ou de capter ensemble le tout et le continu indéfinissable et le singulier et le particulier discontinu par définition défini. Le mot symbole lui-même suggère cette façon de l'envisager. À l'image du sème des Grecs, il renvoie phonétiquement à la fois à un corps vivant et à son fonctionnement, à l'arbre et à sa sève. Et comme lui, il est nommé avec cette même syllabe antique SM du soma indien qui rappelle l'osmose. Au-delà, il renvoie aussi avec cette même syllabe SM à l'ensemble ou à la somme d'un signe formel et d'un sens qui par définition ne l'est pas. Voire il suggère ainsi une semblance sociale entre l'émetteur d'un message et son destinataire. Et de ce point de vue, il suggère donc que leur langue commune, par définition symbolique, les unit. C'est magique. C'est magique, oui, mais ce n'est pas sacré. Et ce peut même être suspect du point de vue de ceux qui n'envisagent pas la signification à la façon dont le suggère la langue française et pour lesquels l'excès de la forme sur le fond est préférable à l'excès du fond sur la forme. C'est le cas notamment des anglo-saxons pour lesquels perception is reality sans autre forme de procès et qui sont à ce titre empiristes, positivistes et contestent en conséquence toute conception philosophique, spiritualiste ou a fortiori idéaliste de la linguistique à laquelle eux prétendent opposer la logique. C'est à ce titre que la langue française contemporaine s'est appropriée des mots nouveaux, tels que ceux nommant des sémiotiques américaines ou une sémasiologie d'origine germanique, dans le cadre d'une syntagmatique mettant autrement en perspective le signe et le symbole. Elle donne ainsi à envisager avec ces mots le sens d'un point de vue plus analytique, conformément au courant de pensée contemporain. On pourrait dire que c'est la configuration du contenu qui l'emporte sur la figuration de la pensée, de sorte que l'objet scientifique de là ou des sémiotiques est avant tout une modélisation. L'importance relative accordée à la forme perçue, puisque celle-ci se prête à l'analyse scientifique, à la différence du symbole, conduit à associer prioritairement le sens au récit, à la phrase, donc aux formes, au détriment du signe élémentaire auquel les Français étaient jusqu'alors accoutumés. Dans cette configuration, l'énoncé oriente le sens et l'analyse conduit à envisager la phrase et l'énoncé comme la forme donnant un sens aux mots et à leurs éléments constitutifs, et notamment leurs racines, qui sont en conséquence réduites à n'être que des proto-signes ou des proto-symboles. En d'autres termes, la forme est signifiante et le langage, entendu comme une expression, l'emporte donc sur la langue, la phrase l'emporte sur le mot et le mot syntagmatique suggère en ce sens que c'est la syntaxe de l'énoncé qui donne sens. Nous sommes bien loin de l'interprétation française et du sens et du symbole. Et de surcroît, last but not least, la forme qui se définit à la différence du symbole qui est indéfinissable se prête non seulement à l'analyse mais à l'élaboration d'une méthodologie scientifique universelle. C'est en effet un point de vue très différent. Oui, parce que les linguistes contemporains souhaitent faire de la linguistique une science et s'en tenir seulement aux faits, donc en négligeant la poésie. Et peut-être aussi parce que la langue anglaise des linguistes ne distinguant pas le langage des langues d'une part et les linguistes n'ayant jamais défini précisément le langage lui-même et a fortiori les langues, ils sacrifient aussi ainsi les particularités grammaticales. Au fond, nous pouvons dire que la grammaire est au centre d'un débat entre les poètes supposés savoir poser leurs mots et révéler leur sens, et des linguistes désireux d'analyser méthodiquement la mise en œuvre du langage. D'une part, le langage, entendu comme une figuration, donc un agissement, pose la question du sens des mots et donc de la signification de nos langues, et suggère en conséquence d'entreprendre la grammaire comme le suggère son étymologie. La grammaire est en ce sens d'abord un ensemble sémiologique de grammes symboliques. De l'autre, les langues nous proposent de poser des mots en orientant l'énoncé.
La grammaire est alors de ce second point de vue un ensemble sémiotique de règles normatives et plus particulièrement syntaxiques et une configuration que la linguistique constate et dont elle a donc l'ambition d'être la science. J'imagine donc que le prochain podcast sera consacré logiquement à la grammaire. Eh oui. Merci d'avoir écouté cet épisode de cette série Ce que parler veut dire, des podcasts pour comprendre les manières de parler et les façons de dire. À très vite pour un nouvel épisode.